l'évaluation des risques de cybersécurité par les méthodes d'intelligence artificielle, qui sera donc présenté par Sabrina Nassari. Donc, vous aurez donc à peu près 20 minutes pour exposer le nécessaire donc, pour vos travaux donc, de thèse. Okay. Alors, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier les membres du jury honorable d'avoir accepté de juger mon travail, spécialement Madame Estelle Cherrier et Monsieur Miloud Frickel par leur précieuse participation. Donc aujourd'hui, vous êtes également, je voudrais adresser toute ma reconnaissance à mon encadrant, Monsieur Belaïd, d'avoir accepté de m'encadrer et de me soutenir également pour ses conseils. Donc, aujourd'hui, vous êtes amenés à assister à ma soutenance de projet de fin d'études sur le thème évaluation des risques de cybersécurité par les méthodes d'intelligence artificielle. On va aborder ce sujet selon le plan suivant. Je voudrais commencer par le contexte général du projet et problématique. Je vais vous présenter l'exemple illustratif du système informatique sur lequel on va travailler. J'ai dit qu'on va aborder le sujet selon le plan suivant. Je vais commencer par un contexte général du projet et problématique. Après, je vais vous présenter l'exemple illustratif de système informatique sur lequel on va travailler. Je vais vous présenter par la suite l'évaluation des risques liés à la sécurité de l'information, le modèle d'apprentissage supervisé et les bases de données sur lesquelles on va travailler. La section l'avant-dernière, c'est la phase d'entraînement du réseau de neurones et les résultats d'entraînement, en concluant par nos perspectives envers ce sujet. Alors, je vais commencer sans tarder d'expliquer comment la pénétration des communications numériques et informatiques dans tous les domaines de notre vie fait naître une nouvelle infrastructure qui est l'Internet des objets ou IoT pour Internet of Things en anglais. Il ne fait aucun doute que l'IoT est à la pointe de l'innovation dans plusieurs domaines. Cependant, ce processus est encore confronté aux plusieurs défis et l'un des plus importants est la sécurité de l'information. Ce qui suscite plusieurs organisations de faire sortir des normes et des cadres réglementaires pour permettre aux fabricants d'assurer un niveau de sécurité approprié. Ces normes, comme l'ISO 27, comme les TI, comme le CEI, ont présenté plusieurs approches pour l'évaluation des risques et la gestion de sécurité de l'information, mais ces approches deviennent au fil des années inadaptées aux nouveaux défis qui nécessitent de nouvelles approches. Et c'est là qu'une série de neurones est appliquée dans le processus de gestion de l'information pour la prédiction en raison de son excellente capacité de résoudre les problèmes non linéaires. En fait, pour bien clarifier notre problématique, je vais citer trois axes. Le premier, c'est le défi le plus important pour un IoT et pour ce système informatique et la sécurité d'information. Les facteurs de risque sont inévitables dans les systèmes d'information, donc un processus de gestion de risque est vital. Les méthodes classiques sont devenues au fil des années inadaptées à ces nouveaux défis et soulignent de nouvelles méthodes basées sur l'intelligence artificielle. Donc, notre exemple illustratif, c'est un système informatique d'Internet des objets dans une entreprise. C'est un système miniature dans une entreprise de services. Les utilisateurs peuvent également
peuvent réserver via les dispositifs de communication sans fil, peuvent également obtenir les services dans les points de vente en libre service. Les employés peuvent également faire la gestion et la maintenance à distance. Donc, on va évaluer les risques dans tout le système dans son ensemble, puis on va évaluer les risques de cybersécurité dans ce réseau informatique. Donc, la première étape dans le processus de gestion de risque et dans le processus d'évaluation des risques liés à la sécurité de l'information, c'est l'étape de identifier ces risques-là. Donc, pour un système d'Internet des objets, nous analysons les risques selon 3 aspects. Les risques liés aux actifs, les risques liés au contrôle de flux et les risques liés aux facteurs humains. Pour les risques liés aux actifs, on peut différencier entre 2 types de sources à menace, 2 types de sources à menace causant de telles pannes de serveurs. Pour les menaces internes, comme les incendies dans les centres de données, les pannes matérielles comme les surchauffe et les surcharges, les erreurs logicielles, les problèmes de réseau, les menaces externes. On peut parler du sabotage des virus, de DDoS, le vol du matériel, les accidents, que ce soit naturels ou accidentels. Pour les risques liés au contrôle de flux, on parle principalement de l'interruption de liaison du réseau de communication et leur impact sur le service, leur impact sur la structure du réseau, le coût moyen du retard et le coût moyen du retard. Et on peut aussi parler des attaques malveillantes comme les botnets, les fuites de confidentialité et le cryptage imparfait. Pour les risques liés aux facteurs humains, il faut savoir que dans de multiples entreprises, les risques qui peuvent être fatals, les pannes informatiques qui peuvent être fatales sont liées à une mauvaise utilisation qui est due par exemple aux absences de règles en cas d'incident, l'absence de communication entre les équipes et les différents services et le mauvais contrôle d'accès. Pour les risques dans un réseau informatique, on peut citer il existe 3 problèmes qui affectent la sécurité d'un réseau informatique. Ce sont les vulnérabilités qui sont les failles et les faiblesses dans l'implémentation, la configuration d'un système, les menaces. Une menace également, c'est la possibilité de violation d'une propriété de sécurité et les attaques qui sont les actions malveillantes qui tentent d'affecter une faiblesse dans un système. Donc, pour remédier à ces risques, les entreprises ont utilisé des systèmes de détection d'intrusion, l'IDS. Donc, l'IDS, c'est une technologie qui permet aux entreprises de remédier aux risques de cybersécurité. Il en existe plusieurs architectures qui sont proposées pour décrire les éléments d'un IDS, mais celui-ci, il reste le plus simple et classique. Il est composé de 3 modules. Le premier, c'est le capteur. Il est chargé de collecter, filtrer et formater les données brutes envoyées par la source de données concernant l'état du système. Le deuxième module est l'analyseur. Il permet d'analyser les événements envoyés par le capteur en détectant toute activité malveillante. Et le dernier élément, c'est le manager qui permet de collecter et notifier les alertes envoyées par l'analyseur. Passons maintenant au modèle d'apprentissage qu'on va utiliser pour entraîner nos réseaux de neurones pour évaluer les risques de cybersécurité. Donc, on parle d'apprentissage supervisé.
Il existe beaucoup de définitions. En fait, on peut définir l'apprentissage supervisé selon plusieurs axes et dans plusieurs domaines. Il existe beaucoup de définitions et des citations des data scientists et des scientifiques, mais moi, je vais vous donner la définition la plus simplifiée avec laquelle je suis arrivée en fil de mon stage. Donc, l'apprentissage supervisé, dans le contexte de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, est un système qui fournit à la fois les données en entrée et les données attendues en sortie. Les données en entrée et en sortie sont étiquetées en vue de leur classification afin d'établir une base d'apprentissage pour le traitement ultérieur des données. Les approches proposées sont trois modèles de réseau de neurones. Le modèle séquentiel de Keras, le modèle Random Forest Classifier et le modèle ICS-DPNS. Alors, Keras, c'est un API de haut niveau simplifié créé en Python afin de créer de réseaux de neurones plus facilement. Il est utilisé pour le développement et le testing de réseaux de neurones. Il peut créer très facilement des layers ou bien des couches simples, comme il peut mettre en place des architectures plus complexes. Pour le modèle Random Forest Classifier, il est utilisé à la fois, c'est un algorithme utilisé à la fois pour la classification et la régression. En termes simples, le Random Forest ou la forêt aléatoire, il crée plusieurs arbres de décision sur des échantillons sélectionnés au hasard et les fusionne après afin d'obtenir une prédiction plus précise et plus stable. Donc, le modèle est plus flexible et plus facile à utiliser. Il est utilisé dans de variables applications. Par exemple, l'identification des activités frauduleuses et la prédiction des maladies. Le troisième modèle, c'est le ICS-DPNN. C'est un réseau de neurones à rétropropagation avec un algorithme d'optimisation ICS. Donc, jusqu'à maintenant, les trois modèles qu'on a vus, ils sont basés sur la rétropropagation. Donc, je vais vous expliquer en bref ce que ça veut dire la rétropropagation. Donc, c'est une méthode d'entraîner un réseau de neurones en mettant à jour les poids de la dernière couche vers la première. Cette technique consiste à corriger les erreurs, à corriger les erreurs à partir de la contribution de chaque élément aux erreurs. Cependant, ce BPNN, il présente plusieurs défauts, comme une vitesse de convergence lente dans certaines conditions et une tendance à tomber sur les minimums locaux. Donc, on va l'améliorer avec un algorithme d'optimisation ICS. ICS Improved Cuckoo Search, c'est un algorithme méta-heuristique d'optimisation moderne. Il est basé également biologiquement sur la manière dont les coucous cherchent des niches afin qu'ils puissent pondre pour générer la meilleure population. Alors maintenant, si vous vous rappelez, quand on a parlé d'apprentissage supervisé, on a dit qu'on a besoin des données en entrée et en sortie, des données labellisées. Ces données-là, on sait qu'on va évaluer les risques, mais on ne va pas donner au réseau de neurones les risques de sa forme théorique. Donc, les données, ce sont les vecteurs qui caractérisent chaque risque, qui sont collectés et enregistrés dans des bases de données qui peuvent être publiques. Par exemple, donc, je viens d'utiliser deux bases de données. La première, c'est le NB-IoT et la deuxième, c'est le NSL4DT. Pour la première base, elle est collectée à partir d'un trafic réel de 9 appareils d'Internet des objets. Les données
ils contiennent un trafic bénigne et un trafic d'attaque. Pour les données d'attaque, il existe 10 classes d'attaque basées sur deux codes de famille, générés par deux codes de famille de botnet, Bashlight et Mirai, qui expliquent en fait la richesse de ce dataset. Pour le dernier dataset, c'est le NSL4DD. Il repose sur d'autres datasets populaire. La première dataset, il est conçu pour faire une classification des connexions TCP/IP en 5 catégories. La catégorie normale, le DOS, la sonde. Voilà un schéma généralisé sur la phase d'entraînement d'un réseau de neurones. Donc, après avoir les données annotées, on fait un fractionnement de données, c'est-à-dire on divise l'ensemble de données en deux sous-ensembles. Le premier, c'est les données d'entraînement en 80% et le deuxième, c'est les données de test en 20%. Bien sûr, on fait l'entraînement sur les données d'entraînement en optimisant les poids jusqu'à avoir un modèle optimal et puis on lui donne les données de test pour enfin arriver à un résultat plus précis. On va détailler le modèle en se basant sur la base de données NSL4DD. Donc la première étape après le chargement du dataset, c'est le pré-traitement des données, c'est-à-dire c'est le processus de modifier le dataset afin de le rendre lisible pour certains algorithmes. Donc, il y a 3 étapes qui sont utilisées afin d'exploiter la base de données. La numérisation des données, c'est-à-dire modifier les données catégoriques aux données numériques, éliminer les NaN ou bien les données non déterminées. Après, la normalisation des données, c'est-à-dire ajuster les valeurs envoyées par la numérisation des données et la sélection des meilleurs attributs. Après avoir la base de données traitée, on passe à la phase d'acquisition des données d'apprentissage. Donc, on fait l'optimisation des poids jusqu'à arriver à la condition d'arrêt, c'est-à-dire avoir un réseau de neurones avec des poids optimaux. Donc, quand on est arrivé à la condition d'arrêt, on peut passer à la phase d'acquisition des données de test en travaillant sur le perceptron, le multicouche avec les poids le plus optimaux possible et on récupère le résultat. Si notre modèle présente une précision d'entraînement très élevée, on peut le valider, sinon on refait la phase d'apprentissage. Pour nous, les 3 modèles utilisés sont donnés de meilleure précision. Donc, pour le modèle de Keras avec une précision d'entraînement de 0,89%, pour le Random Forest avec une précision de 0,99%, et pour le ICF-BPNN avec une précision de 0,85%. Alors, jusqu'à maintenant, on sait que l'information est un atout commercial durablement important. Par conséquent, elle doit être protégée. Et l'une des meilleures façons de la gestion des risques de cybersécurité dans les entreprises est adopter une approche basée sur les risques, qui rendent le risque un sujet relativement nouveau dans la recherche. Et avec la forte montée en puissance de l'intelligence artificielle sur les solutions de cybersécurité dues au développement du deep learning, on peut améliorer certains aspects des méthodes pour améliorer la précision du modèle, comme on peut amener nos travaux futurs vers des domaines plus larges, plus vastes et plus critiques, comme la sécurité d'information dans les villes intelligentes, par exemple. Donc, par ces perspectives, j'atteins la fin de ma
présentation. Merci beaucoup pour votre attention et je vous laisse la parole si vous avez des remarques ou des questions. Donc, merci sur votre exposé. Donc, on passe maintenant aux questions d'éclaircissement sur l'exposé qui est présenté par mademoiselle Soukaina. Il y a beaucoup de Larsen, je ne sais pas s'il y a peut-être un micro à couper. Donc, je passerai donc la parole à Estelle. Oui, c'est bien. Donc, juste un petit réflexion sur la parole. Donc, je passerai donc la parole à notre collègue Estelle. Oui, merci. Merci. Donc, vous avez des questions à poser. Donc, oui, j'ai des petites questions, effectivement. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'est un peu frustrant même que ce soit si court parce que je pense qu'il y a pas mal de choses encore qui auraient pu être présentées, voilà, qui sont dans le rapport. Ce qui m'a... Alors, voilà, l'exposé était très bien. Je sais qu'à distance, en plus, c'est compliqué, ça rajoute du stress. Donc, voilà, vous en êtes très bien sortis. Je vais juste poser des questions un peu de curiosité, puis pointer un tout petit peu ce qui m'a manqué. Peut-être un tout petit état de l'art. Alors, moi, les réseaux de neurones, c'est quelque chose que je connais depuis plusieurs années. Je ne pratique pas spécialement en recherche, mais c'est des choses que j'ai vues voilà, pendant mes études et je connais le fonctionnement global. Donc, merci pour les petits rappels, ça m'a aidé. Est-ce qu'il y a dans l'état de l'art déjà des approches en fait, qui mêlent la cybersécurité, là, moi, c'est plutôt mon domaine. L'analyse de risque, tout ça, c'est des choses que je fais en cours aussi. Est-ce qu'il y a déjà d'autres approches qui mêlent la cybersécurité et les réseaux de neurones? En fait, le lien, d'où est venue votre idée du lien pour l'évaluation des risques avec les réseaux de neurones, pardon. Alors, bonjour. Si j'ai bien compris votre question, oui, il y a plusieurs approches basées, par exemple, sur les réseaux de neurones. Aussi, sur les deep learning, il y a les approches de classification, de régression qui fait l'évaluation des risques de cybersécurité. Il y a aussi les réseaux de neurones, par exemple, à rétropropagation génétique. Il y a le BPNN tout seul. Il y a le CSBPNN. Puis le ICS-BPNN, c'est juste un développement d'algorithmes d'optimisation. Donc, il y a plusieurs approches dans la littérature. D'accord. Ok. D'accord. Ça peut s'adapter à tout type tout type d'information là, ou c'est déjà formaté pour un certain type d'information qui circule sur le réseau ou pour certains types d'objets connectés? J'ai pas bien compris. Est-ce que ça s'adapte à tout type d'information? Parce que les objets connectés, ça peut être très divers. Ça peut être je sais pas, un assistant Google, ça peut être une voiture connectée, ça peut être un pilote de chauffage domestique, enfin des choses comme ça. Est-ce que ça s'adapte, votre architecture, votre proposition, ça s'adapte à tout type de données? Ou est-ce que c'est déjà réservé à un certain type d'information qui circule sur le réseau? En fait, notre exemple, c'est juste un système miniature d'Internet des objets. Mais bien sûr, on peut adapter la méthode aux d'autres domaines et aux d'autres, par exemple, architectures qui sont plus critiques, comme vous avez dit, les voitures connectées. D'accord. Ok. D'accord. Juste pour être sûr, les précisions là, que vous donnez sur les résultats, là, à la fin, les précisions d'entraînement, c'est le taux de bonne reconnaissance. Enfin, moi, j'ai plus l'habitude de présenter les résultats là, en termes de matrice de confusion, par exemple, sur ce type d'apprentissage. Les 0,89%, par exemple, c'est quoi? C'est d'attaques qui sont correctement détectées, par exemple? Non, c'est la précision d'apprentissage du modèle, c'est l'accuracy. Est-ce que vous pouvez préciser, parce que du coup, je ne suis pas sûre de mettre la même chose que vous derrière ce terme-là? En fait, c'est-à-dire que notre réseau de neurones fait la prédiction en une précision de 0,99 par exemple, et une erreur de 0,15
15%. D'accord, donc ça mélange à la fois les attaques qui sont classifiées comme non-attaques et les événements standards qui vont être de façon incorrecte classifiés comme attaques, c'est ça? Oui, Oui, c'est la bonne reconnaissance en fait des attaques ou des événements anodins, c'est ça? oui, c'est ça. D'accord, ok. Oui, donc c'est la trace de la matrice de confusion en fait. La matrice de confusion va vous donner plus de détails peut-être. C'est peut-être un outil intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça va donner des détails sur les deux types, sur les deux classes en fait que vous cherchez à retrouver, soit une attaque, soit un événement standard. Et il va vous donner le nombre d'erreurs ou de bonnes classifications pour chaque type, en fait, pour chacune des deux classes. C'est peut-être un petit peu plus riche, on va dire. Voilà, je vous suggère éventuellement ça. Oui, Sinon, voilà. Voilà. Je peux la faire pour la suite. Oui, non, mais c'est juste comme ça, c'est une petite remarque en passant. Hein. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez refait, je vois les schémas en français, tout ça, entre le rapport et la soutenance, on voit une évolution. On sent que c'est un sujet assez complexe et qui mêle des domaines très différents finalement. Enfin, la partie analyse de risque, évaluation des risques, voilà, c'est très conceptuel, c'est très formaté. Et puis de l'autre côté, il y a la partie réseau de neurones qui est très mathématique. Et voilà, même si aujourd'hui on dispose de beaucoup d'outils déjà précodés. Voilà, comment vous avez eu l'idée, ce sera ma dernière question, d'aller vers cette recherche-là du coucou? D'ailleurs, j'ai eu du mal à chercher en français au départ, enfin à me dire mais qu'est-ce que c'est que ce modèle du coucou là? J'ai galéré pendant 3-4 minutes sur Google avant de trouver la bonne source, on va dire. C'est assez surprenant en fait. Comment vous avez eu l'idée de ça? L'idée, est-ce que D'utiliser là cette recherche du coucou. il est déjà dans la littérature. La méthode. Oui, ça je sais. Ouais. Est-ce que vous pouvez que j'explique l'idée de l'algorithme? Non, en fait, c'est comment vous arrivez, parce que c'est pas classique d'utiliser cette recherche-là pour améliorer les performances des réseaux de neurones. C'est peut-être juste votre encadrant qui vous a suggéré cette piste-là, en fait. Je me demande, c'est Oui. comment, voilà. Oui, c'est ça, ok. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Je vous remercie. Merci. Je reste encore 10 minutes avec vous, puis je me déconnecterai discrètement, si ça vous gêne pas. D'accord, madame, merci. Merci pour cette soutenance, c'était très intéressant. Merci beaucoup, au revoir. Merci, madame Michel. Donc, je rappelle donc madame Michel, donc c'est un poste donc à l'INSEE de Caen. Hein, j'avais oublié ça donc à cause donc de. Il y a un problème de son, Saïd. Non? C'est bien? Alors, donc, c'est bien. Alors, donc, je passerai donc maintenant la parole à M. Friken. Donc, si je rappelle, donc, c'est un prof donc, de l'INSEE de Caen. Donc, si vous avez donc des questions à poser, des éclaircissements, à vous la parole, M. Friken. Merci Saïd pour cette présentation et merci surtout à Soukaina pour cette présentation, cette brillante présentation parce que j'ai apprécié. Je ne suis pas de domaine, hein, je fais plus télécommunication et traitement du signal, mais j'ai apprécié que ce soit les transparents et même l'oral. C'était assez clair. Je vais faire le candide, donc j'ai quelques questions un petit peu. Je reviens sur cet algorithme évolutif. Vous dites c'est pour améliorer la précision et la stabilité des réseaux de neurones. Quel est le lien avec la sécurité? Est-ce que la précision et la stabilité, je reprends ma question, est-ce que la précision et la stabilité, ce n'est pas antagoniste avec la sécurité finalement? Non, en fait, la sécurité du modèle, il nous donne une prédiction plus précise.
une prédiction des risques de sécurité plus précise. Donc, on peut améliorer la sécurité enfin. Et en termes de stabilité, De quelle stabilité vous parlez? ben, vous parlez que vous avez utilisé cet algorithme ICS pour améliorer cette stabilité. Pour la stabilité du modèle, on fait l'algorithme, c'est pour optimiser les poids et les biais du réseau de neurones pour stabiliser le réseau de neurones, pour qu'il nous donne de précision de prédiction plus précise. OK. Une autre remarque un peu générale, c'est vous avez fait une étude de l'art, une étude plutôt théorique, et on ne voit pas votre apport personnel. À la fin, vous avez des résultats que vous avez expliqués à Estelle sur les résultats d'entraînement. On ne voit que ce résultat. Est-ce qu'il y a d'autres résultats où le sujet reste théorique? Oui, j'ai les résultats des codes d'entraînement, mais juste, je ne l'ai pas fait dans la présentation pour qu'elle ne soit pas difficile. En fait, ça manque faut mettre le point sur votre rapport personnel, c'est-à-dire ce que vous avez apporté. Mais c'est parce qu'ici, le plus important pour nous, c'est la précision des modèles qu'on a entraînés. Est-ce qu'il donne une précise prédiction? Non. Et ensuite, sur l'exemple illustratif que vous avez donné, il y avait une question d'Estelle qui vous a demandé sur le type d'objet connecté. Est-ce que c'est valable quel que soit l'objet connecté? Et en termes de débit, est-ce que la quantité d'informations qui circulent entre ces objets a une influence sur ce modèle ou non? Le modèle, il n'entre pas dans le système, il fait juste les prédictions. Il fait les prédictions sur des données qu'on a déjà. Il n'entre pas dans le système. Mais bien sûr, si le domaine diffère, les risques de cybersécurité, ils diffèrent, mais on a ces données. Il suffit d'avoir plusieurs ensembles de données, une base de données riche. Est-ce que la masse de données influe sur ce modèle? Bien sûr, oui. Et en termes, je vais aller plus, parce que les objets connectés, on ne va pas envoyer des informations d'une manière brute. Peut-être ça va être des données modulées. Est-ce que le type de modulation de ces données a une influence sur le modèle? Je n'ai pas compris la question. Ok, c'est juste une question plutôt d'ouverture sur la modulation, parce que quand vous parlez de transmission, est-ce que le type de modulation va jouer un rôle sur ce modèle? Mais je passe à une autre question plutôt sur votre présentation, sur l'apprentissage supervisé. Vous avez présenté trois méthodes, Keras, Random, Forest, etc., et modèle, et le dernier modèle. Et vous avez parlé rapidement de problèmes non linéaires. Est-ce que quel type de non-linéarité apparaissent dans ce modèle? C'est-à-dire qu'on n'a pas des informations sur les risques qui peuvent être arrivés dans le futur. Ce sont des problèmes non linéaires. On n'a pas une entrée et une sortie qui est connue. On ne connaît pas les types de risques qui peuvent être à l'avenir. Mais il peut être une relation linéaire finalement entre la sortie et l'entrée. Pourquoi cette non-linéarité? Parce qu'en fait, on utilise le réseau de neurones pour résoudre les problèmes de non-linéarité. Car on ne veut pas faire des combinaisons linéaires entre les entrées et les sorties. On veut faire apprendre au réseau de neurones. Et pour faire apprendre, on lui donne des fonctions d'activation pour résoudre les problèmes de non-linéarité. J'arrive à la fin, hein, je ne vais pas vous torturer, c'est des questions de candide, hein, je ne suis pas spécialiste du tout. Vous parlez quand vous avez parlé de rétropropagation, vous parlez d'une convergence lente.
comment vous avez identifié cette lenteur de la convergence? C'est-à-dire, je pense que le modèle il prend beaucoup de temps pour arriver à la fin d'apprendre et de nous donner une prédiction. C'est relatif finalement. Est-ce que vous avez une mesure de temps de convergence par rapport à d'autres algorithmes Oui, c'est le temps de CPU, le temps de CPU de compilation du modèle, d'entraînement du modèle. Et une avant-dernière question, ou dernière peut-être. Moi, je vous félicite pour la qualité des slides. Juste Merci. à la page 17, malheureusement, là où vous parlez de phase d'entraînement de réseau de neurones, l'organigramme, elle est vraiment illisible. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à distance. Oui, c'est... Voilà. Sinon, je tiens à vous féliciter pour cette présentation. C'est vraiment brillant en termes d'oral et de slides. Voilà, je suis candide, hein, donc, mais j'ai apprécié la qualité de la présentation. Bon courage. Merci, monsieur. Merci. Donc, merci, M. Miloud. Donc, je passerai la parole maintenant à M. Dallaire. Alors, donc, je vous avais donc des... sinon, donc, je ne sais pas ce que... Monsieur Sapri, donc, vous m'écoutez? Alors, donc, oui, vous avez des questions, des éclaircissements? Bonjour, oui, avec plaisir. Donc, merci pour votre invitation. Merci pour la clarté de la présentation, Soukaina. Donc, Soukaina, c'est quelqu'un qui est vraiment une étudiante qui travaille durant toutes ces 2 années. Donc, tu as traité un sujet qui est très intéressant. Donc, déjà, c'est un sujet de ma spécialité. Donc, j'ai fait mes études doctorales sur la cybersécurité, mon habilité universitaire sur la cybersécurité. Donc, je vais entrer un peu dans les détails des sujets et je vais dire quelques points qui ne vont pas sûrement minimiser la qualité du travail qui a été réalisé, mais c'est pour l'améliorer. Donc, je commence dès le départ au niveau des concepts de base et commençons par le titre. Donc, quand on parle de la cybersécurité, donc j'aimerais me dire, Soukaina, quelle est la différence entre évaluation des risques ou bien évaluation et détection? En fait, la détection des risques, l'évaluation, c'est juste la première étape dans le processus de gestion des risques. Donc, on n'entre pas dans les détails. C'est bien. C'est une très bonne... Normalement, vous avez entré un autre terme, la gestion, parce qu'il y a vraiment la gestion, on a la détection et il y a l'évaluation. OK? Donc, le gros terme, c'est la gestion. Et dans la gestion, on trouve l'évaluation, on trouve la détection. Mais dans votre travail, est-ce que vous avez fait la détection? Ou bien est-ce que vous avez fait l'évaluation? Ou bien est-ce que vous avez fait la gestion? Non, je fais l'évaluation. C'est juste la prédiction des risques qui peuvent être Donc ça, on ne parle pas au niveau, si on parle des termes, le domaine du cybersécurité, on ne parle pas d'évaluation, on parle de détection. OK? Vous avez parlé sur les systèmes de détection, d'intrusion, les IDS. Donc les IDS ne font pas l'évaluation des risques, ils font la détection des intrusions. Oui. Okay? Parce que pour parler de l'évaluation, pour parler de la gestion, donc il y a vraiment c'est très vaste. Donc il y a des normes, par exemple le ISO 27005 qui parle sur la gestion des risques et c'est tellement un processus qui est tellement compliqué. Et il y a aussi par exemple le NIST 800-500, donc qui parle aussi de la gestion et l'évaluation de risques. Donc, à mon avis, donc, pour être précis, vraiment ce que vous avez fait dans le domaine de la cybersécurité ou les IDS, il faut faire la détection des intrusions, par exemple, en utilisant les méthodes d'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un point. Okay? Le deuxième point, donc, concernant les datasets, parce que c'est un grand problème
au niveau de la cybersécurité, on sait bien que les méthodes d'intelligence artificielle, ils sont très, très développés dans d'autres domaines, tels que la vision par ordinateur, tels que les traitements d'images, mais ils ne sont pas vraiment très, très développés dans le domaine de la cybersécurité. Et ça, parmi les causes qui a stoppé le développement de ce domaine à un certain moment, c'était les datasets. Pourquoi? Parce qu'obtenir des datasets publics de la cybersécurité, c'était un grand problème. Donc, vous avez utilisé deux datasets, le N-Bato IoT, c'est ça? Oui. Et le 4DD. Le NSL 4DD. OK. Donc, le N-Bato, je ne le vois pas dans les résultats. Est-ce que vous avez testé les algorithmes sur le N-Bato? Oui, je teste le premier modèle, le modèle de Keras séquentiel. Il est testé sur la base de données, la première base de données de N-Bato. Et après, pour le modèle ICS BPNN, je ne teste pas sur toute la. Vous êtes au courant, normal. Cette base de données, elle est pour les bot attack. Qui attaquent les appareils d'objets des internes. OK. Donc, pour le 4DD, est-ce qu'il contient des attaques pour l'Internet? Parce que c'est une base de données un peu obsolète. Donc, au niveau on sait bien que le domaine de la cybersécurité, chaque jour, on peut dire même chaque heure, il y a des nouvelles attaques. C'est pour cela on préfère, ça veut dire, si vous voulez continuer par la suite, il y a des datasets qui datent de 2010, 2018, 2019, des datasets récents. Ils seront très, très intéressants de les inclure pour évaluer si vous voulez par la suite développer votre approche de détection à baser sur des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, je suis tout à fait d'accord avec mademoiselle Estelle qui a mentionné une chose très intéressante au niveau d'évaluation. Ça veut dire il faut utiliser d'autres métriques. Okay. Par exemple, le false positif, c'est quelque chose qui est très important pour le domaine de la cybersécurité. Parce que parfois, quand vous voulez sécuriser un système, j'ai dit au niveau des métriques d'évaluation, il faut utiliser d'autres métriques. Okay. Il y a le recall, il y a le false positif aussi, c'est très intéressant parce que parfois, il ne faut pas bloquer les utilisateurs. Ça veut dire quand vous allez envoyer vous allez un système de sécurité, l'objectif c'est sécuriser, c'est pas bloquer. Donc c'est pour cela c'est très important la métrique du false positif pour indiquer est-ce que le modèle vraiment a un low false positif. Et parmi les grands défis des méthodes d'intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité, c'est comment minimiser ce false positif. Donc, je pense que ce sont les remarques que j'ai jusqu'à présent. Donc, je vous souhaite bon courage. C'est un sujet qui est vraiment très intéressant et qui est vraiment très, très difficile à attaquer. Et je félicite aussi votre encadrant pour le choix de sujet. C'est tellement intéressant et je te souhaite bon courage. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Yassine. Donc, je passerai maintenant la parole à monsieur Falir. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis lointains. J'espère que tout va bien chez vous. Le climat particulièrement. Alors, tout d'abord, félicitations, mademoiselle, pour cette prestation. On ne pourrait qu'en être ravis. Et là, bien sûr, j'avoue que c'est un grand J un jour grand J pour vous, notamment dans votre cursus académique, universitaire. Et bien évidemment, la présentation s'est déroulée comme prévu, bien que, bon, nonobstant quelques petites incohérences parce que c'est une présentation hybride, au monde hybride, donc il y a toujours des petits dysfonctionnements, mais c'est gérable. Hein. Ça a été bien géré par les collègues. Alors tout d'abord, bravo pour le sujet, un sujet d'actualité. Je félicite votre encadrant d'avoir osé et vous donner un sujet de grande envergure. C'est un sujet de niveau recherche doctorale. Okay.
et vous pourriez en profiter pour hausser un petit peu la granularité en termes de, pourquoi pas, de propositions d'approche plus ou moins originales qui pourraient s'inscrire dans le cadre de, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, bien sûr, tirant profit aussi de tout ce qui est IoT, etc. Bien. Alors, si vous me permettez, quand même, j'ai quelques petites questions, petites réflexions. Je ne suis pas très spécialiste dans le domaine, mais quand même, par curiosité. Alors, déjà, la première remarque, quand on voit évaluation des risques de cybersécurité par les méthodes d'intelligence artificielle ou bien AI, risque, parce que j'ai entendu parler, enfin, je vous ai entendu parler tout à l'heure, sécurité information. Sécurité, est-ce qu'il s'agit de la sécurité de l'information particulièrement, ou bien de la sécurité des systèmes d'information? Ça, c'est la première question. Justement, ce n'est pas la même chose. L'information des utilisateurs, par exemple, des utilisateurs, la sécurité d'information. Pour développer la sécurité de l'information, les informations qu'on a dans ces systèmes informatiques. Ok, parce que mademoiselle, comme a dit mon collègue tout à l'heure, parce que sécurité ou bien gestion des risques, bien sûr, pour hausser un petit peu la vision dans le cadre des entreprises, notamment du management des entreprises, parce que vous avez évoqué l'entreprise tout à l'heure. Okay. Donc là, la gestion des risques, bien sûr, il y a ce référentiel fameux, l'ISO 27005. C'est un référentiel qui évoque un certain métamodèle pour la gestion des risques liés, pour comment gérer les risques au sein de l'entreprise. Oui. Mais quand vous parlez de la sécurité de l'information, alors là, on parle d'autres référentiels où vous ne les avez pas évoqués. Et c'est très important, notamment l'ISO 27001 et l'ISO 27002, ils sont très connus. Parce que le sujet là, quand même, c'est l'un des piliers de la gouvernance des systèmes d'information, intégré bien sûr dans la corporate governance d'une manière générale. Donc là, c'est un. Deux, tout à l'heure, j'ai été interpellé en quelque sorte par la prononciation données labellisées. Vous avez prononcé tout à l'heure les données labellisées. Qu'est-ce que vous entendez par labellisées dans ce contexte particulièrement? Étiqueté. Ok, mais vous auriez pu et dû clarifier davantage cette notion de labelliser. Ok, parce que bien sûr, vous avez utilisé la qualification supervisée, notamment vos trois modèles. Il n'y a pas que ça. D'accord? Il n'y a pas que ces modèles, ça c'est sûr. Et il n'y a pas que les réseaux de neurones dans le cadre de l'IA. Il n'y a pas que ça. Donc il fallait quand même justifier pourquoi vous avez adopté ça, les réseaux de neurones, et non pas autres approches, autres techniques. Vous remettez toujours... ok, mais c'est justifiable quand même. C'est justifiable techniquement parlant. On va entendre le feedback de votre encadrant. Ma dernière question, est-ce que ce modèle, ou bien cette contribution, pourrait être en quelque sorte autonome, notamment par l'utilisation si vous voulez, d'une intelligence artificielle plus profonde. Et là, j'évoque surtout le deep learning. Est-ce que ça pourrait être concrétisé et amélioré particulièrement à travers du deep learning et les différents modèles ou bien les différentes techniques du deep learning?
Justement, c'est l'idée, c'était ma dernière question, c'est l'idée. C'est parce que c'est une issue à travers quoi vous pourriez enclencher une autre aventure doctorale, notamment en fouillant davantage dans ce contexte, cet axe de recherche qui est assez intéressant. Et vous pourriez bien sûr utiliser des modèles très connus, on dit CNN par exemple, ou bien le RNN, etc. Donc, sinon, c'était mes seules questions. À part ça, bien sûr, c'est pas pour autant bémoliser votre mode de présentation sur la forme, mais quand même, il y avait quelques slides où il y avait des schémas minuscules. C'était pas très clair. Hein, il fallait gérer ça quand même pour une présentation, pour permettre à un auditoire ou bien au jury de bien suivre ce que vous étiez en train de. Sinon, un grand bravo, un grand ouf et félicitations et très bonne continuation. À vous la parole. Monsieur Faleh, donc je passerai maintenant aux encadrants. Donc, je vais passer à Monsieur Bousseline, donc le co-encadrant. Et par la suite, je vais passer à Monsieur Belaïd, donc l'encadrant principal. Merci. Donc, je tiens à remercier ton exposé, mademoiselle Soukaina. Donc, ce qui concerne ton exposé, il est clair. Donc, j'ai quelques questions ou bien quelques explications à propos du slide numéro 12. Tu peux m'expliquer un peu de détail donc, à propos de l'algorithme? Bon, tu peux revenir? Oui, oui. Tu peux donner plus de détails? Donc, l'idée de cet algorithme d'optimisation, c'est l'amélioration se fait par la recherche des solutions dans des régions spécifiées par les rôles de Lévy. C'est une technique mathématique indépendamment pour obtenir la meilleure solution dans la population. Donc, pour bien clarifier, donc pour l'ICS, chaque œuf dans un nid présente une solution et chaque coucou ne peut pondre qu'un seul œuf. Donc, l'objectif, c'est utiliser la nouvelle solution potentiellement meilleure par remplacer une mauvaise solution dans le nid. Et c'est biologiquement, les coucous, ils font ça biologiquement. C'est ça l'idée d'algorithme. Donc, je tiens à te remercier. Donc, et pour le rapport, il y a quelques figures comme mon collègue a dit à revoir. Donc, on va le revoir ensemble et aussi d'améliorer la partie bibliographie. Donc, on va l'améliorer après pour avoir un rapport complet et clair. Donc, merci. Donc, je passerai maintenant à l'encadrant principal, M. Belaïd, qui va nous donner donc quelques éclaircissements sur le choix donc, du sujet et même donc pourquoi ils ont choisi dans ce sujet-là. Merci, Monsieur le Président, M. Safi. Alors, d'abord, je félicite Soukaina. Donc, elle a fait une belle présentation. Et il a toutes les qualités pour devenir un chercheur et une chercheuse dans l'avenir. Donc, on lui souhaite bonne continuation. Je tiens aussi à remercier nos collègues de l'INSI de Caen, monsieur, notre ami professeur Milot Frikel,
et aussi professeur Estelle Chari. Donc, normalement, on a beaucoup apprécié leur collaboration. Donc, on va essayer encore d'aller plus loin dans cette collaboration. Donc, on les remercie infiniment. Alors, concernant le sujet, parce que comme vous le savez, je suis l'enseignant chargé du module intelligence artificielle dans le master. Alors, j'ai cherché des sujets d'actualité. J'ai imposé en collaboration avec M. Boutellini et aussi M. Safi et les autres collègues, M. Fali, M. Sadqi, donc et les autres enseignants. On a parlé de proposer des sujets d'actualité en appliquant par exemple l'intelligence artificielle, Internet des objets, la cybersécurité, toutes les nouveautés qu'on a dans les systèmes d'information. Alors, moi, comme directeur du pôle numérique à l'université, d'ailleurs, on a déjà commencé à travailler sur des choses de ce genre-là et pour développer des applications, des algorithmes, tout ça. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a choisi ce sujet-là. Et aussi pour améliorer la collaboration. C'est pourquoi j'ai une concertation avec Similud. On a proposé aussi d'intégrer les enseignants, ou bien les professeurs de l'université, de l'école, de l'INSI de Caen, pour collaborer avec nous. Et ils collaborent déjà, donc on a déjà une convention avec eux dans cette direction. Alors c'est dans ce cadre-là que ce sujet-là a été proposé. Donc on souhaite bien arriver à des résultats fructueux dans ce sens-là. Alors, pour le travail, donc, comme il a été présenté, donc, je crois que c'est une bonne direction pour faire une thèse. Et aussi, on aime bien, si c'est possible, de faire un côté thèse avec les collègues de l'INSI de Caen. Dans cette direction-là, c'est pourquoi d'ailleurs ils sont là, et aussi pour développer les relations, bien les collaborations entre les deux établissements, les établissements, les universités, tout ça. Alors, pour le sujet, je crois que c'est un sujet d'actualité puisqu'il intègre les réseaux de neurones. Et d'ailleurs, avant de parler de l'intelligence artificielle, parce que depuis 2007, j'enseigne les réseaux de neurones, sans utiliser le mot intelligence artificielle. C'est d'ailleurs après que l'évolution a été faite, ça veut dire on parle de l'intelligence artificielle, des machine learning, du deep learning. Donc ce modèle-là, je l'ai enseigné. Même Boutaline, il a étudié ce modèle-là avec moi, parce qu'il a été étudiant. Ce modèle d'intelligence, beaucoup d'enseignants, donc ils ont déjà étudié ce modèle d'intelligence artificielle. Mais parce que dans ce modèle-là, on a développé, ou bien dans ce cours-là, on a développé des choses qui sont tout d'abord théoriques. Il y a un aspect théorique, il y a une partie application. Donc la plupart des étudiants qui ont soutenu leur thèse, peut-être une trentaine, ils ont travaillé en utilisant l'intelligence, bien ce modèle de réseau de neurones, et c'est tous les résultats qu'on a fait dans ce cours-là. Alors pour Soukaina, elle, pour l'évaluation des risques, donc on a pensé à utiliser les réseaux de neurones pour faire cette évaluation, puisque les réseaux de neurones, ce sont des classificateurs. Donc, on peut parler aussi de la classification, comme il a été noté par M. Sadri, qui a parlé sur le type, les différents types, à savoir l'évaluation, la détection et la gestion, parce que lui, il est déjà spécialiste. Mais nous, si on parle d'évaluation, puisqu'il y a des réseaux de neurones, donc on peut parler de la classification. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais ce qui est important, parce que ça c'est un sujet de mémoire, ce qui est important, c'est qu'il a utilisé toutes les étapes. Ça veut dire qu'il a arrivé à comprendre les étapes et aussi il a utilisé des bases de données qui sont standards
et qui sont open source, qui existent déjà. Donc, il a utilisé pour valider son modèle. Il a parlé de la rétroaction, ou bien la rétropropagation, c'est pour faire l'apprentissage. Donc, il a parlé des choses, il a compris comment les choses vont évoluer. Il a donné des raisons, parce qu'il a donné une classification en parlant sur les pourcentages de chaque modèle qu'il a utilisé de base de données. Donc, ça montre bien qu'il a bien compris le sujet et qu'il peut aller plus loin dans le sujet. Alors, pour ne pas tarder plus, donc, Louis, bonne continuation et merci, Monsieur le Président. Donc, merci, M. Blaise. Donc, je remercie donc tous les collègues qui ont assisté donc, à cet exposé-là. Oui. Les collègues connaissent ça, donc c'est pas nécessaire donc d'avoir ça. C'est un film parce que vous avez fait un bon climat. Donc, j'ai oublié de remercier M. Savé, parce que même moi je suis l'encadrant, et les encadrants, les Falih, et Sadri, les autres collègues sont des enseignants de l'OMAS, mais Savé, il est toujours avec les étudiants. Il a même créé un club ici, au niveau de la salle de master. Il a toujours de contact avec des étudiants. Donc, lui, il suit toujours les étudiants. Donc, on le remercie infiniment. Donc, et parce que lui, il est toujours, qui m'a dit, au genou de la Khafa. Il n'aime pas qu'il soit devant, mais on essaie toujours de le mettre devant. Merci. Donc, je pense qu'on va passer donc à l'exposé le suivant. C'est ça? Oui? Ou bien? Petit copier, non? Ou? Ça y est, c'est bien? Donc, on va passer. Donc, c'est bien, M. Milou. Donc, est-ce que c'est possible qu'on va continuer? Si on peut attendre à 11h15, parce que Thomas a une soutenance qui se termine bientôt. Ah oui. Oui, on va attendre un peu. On va attendre un peu? Oui, juste un dernier mot oui. Juste pour vous dire que ce soit Estelle, que ce soit Thomas, nous sommes en congé cette semaine. Hein. Normalement, on est en vacances. Il y a une vacance d'une semaine. Et je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait l'effort de venir et d'assister à cette brillante. J'insiste, vraiment, c'est remarquable. Parce que j'ai l'habitude quand même de voir les élèves soutenir et je pense que c'est une belle présentation. Voilà. Si on peut attendre juste quelques minutes, il y a Thomas qui va arriver. Ouais, voilà. Oui. Et le candidat peut se préparer pour une petite pause. Voilà. Si Mélodie, on va respecter le temps, donc on va attendre l'arrivée des collègues. Ok.